Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette cinquième partie du décryptage du numéro spécial The World in 2019 du magazine The Economist. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est la cinquième partie, j'en ai fait quatre précédentes qui sont sur la chaîne de l'informateur avisé, que vous pouvez toujours revoir, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, avec toujours en musique, en chanson avec le Dark Fog de Kevin MacLeod. Alors, c'est quand même un décryptage qui devient de plus en plus complexe par rapport à formuler un récit sur toute une vidéo. Donc, je vais essayer d'être très précis, très concis, humblement, hein, tout simplement. C'est mon propre raisonnement. N'hésitez pas à rajouter vos compléments d'informations concernant ce décryptage, bien entendu. Parce que c'est toujours intéressant pour le collectif. Alors, moi, qu'est-ce qui m'intéresse cette fois-ci? Je me suis attaqué cette fois-ci aux écritures à l'envers. On a écriture spéculaire, c'est intéressant. Mais avant cela, je voudrais revenir sur le hashtag MeToo. C'est très intéressant ici, le hashtag MeToo. Écrit à l'endroit pour le coup. Hein, ce n'est pas écrit à l'envers, en écriture spéculaire. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier selon moi? C'est une information importante de l'âme qui explique qu'elle est violée par l'antichrist cybernétique. Qu'on voit ici, voilà, on a une âme qui est violée, qui est malmenée en son sein, et c'est ce qu'on peut remarquer, c'est ce qu'on peut dire. Après, on peut interpréter les choses autrement, bien entendu. Alors, quelle peut être la symbolique, on va peut-être voir ça dans les parties suivantes, mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette écriture à l'envers, l'écriture spéculaire? Pourquoi Leonardo da Vinci écrit à l'envers? Ça peut mener à un récit intéressant. Donc, on va voir ça. La fameuse écriture spéculaire sur le blog de TPE de Vinci, Canal Blog. La Joconde, forcément, c'est son œuvre majeure. Et d'ailleurs, on a le mot Angelina qui est écrit en spéculaire. Enfin, tous les autres mots sont écrits à l'envers, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons ici sur la Joconde? La Joconde fut maintes fois analysée, mais recèle malgré tout encore bien des mystères et provoque de nombreuses divergences d'avis. L'un de ces mystères pourrait bien résider dans la symétrie axiale, dont Leonardo da Vinci aurait usé de façon inverse. En effet, c'est à celui qui interprète d'user de cette symétrie pour déceler de nouveaux symboles au sein de l'œuvre la plus célèbre du peintre. 200 ans furent nécessaires à la compréhension de l'étrange écriture de Léonard de Vinci. En effet, celui-ci se basait sur le principe de la table d'émeraude. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ainsi, l'artiste écrivait à l'envers, et de droite à gauche, si bien que ses propos ne pouvaient être lus qu'à l'aide d'un miroir. C'est ce même principe de miroir qui inspira l'idée de l'analyse suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a retourné le tableau, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Un miroir, sur cette photo-là, un miroir est placé au milieu du tableau, dédoublant ainsi la partie gauche de celui-ci et devenant axe de symétrie du tableau obtenu. C'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on a encore comme analyse? Ici, on distingue un visage. Ah, quand on colle les deux visages en miroir. On distingue alors clairement Thoth, dieu égyptien tête de singe, vénéré comme le dieu de la parole créatrice. Il était chargé de l'écriture, de la lecture des mathématiques et de toutes les occupations ayant trait à la culture. Intéressant, c'est vrai qu'on voit un visage quand on lit les deux visages. C'est une œuvre impressionnante, une œuvre majeure. La coupe visionnaire formée par le buste et le cou de Mona Lisa est un instrument oraculaire utilisé par la déesse Isis pour prophétiser le jour de la crue du Nil. Une telle coupe peut également contenir du sang divin, comme dans le cas du Graal. Elle est le symbole de la royauté. Et aussi,
On voit les pliures hein, de ses habits. En plaçant le miroir le long de l'avant-bras droit de Mona Lisa, les plis de sa manche forment alors un lotus, symbole de l'épanouissement spirituel de la naissance et des renaissances en Égypte. Dans ce lotus apparaît un serpent figurant le principe vital des forces de la nature. C'est un archétype de l'âme humaine, l'âme de l'artiste. C'est quand même intéressant. Donc, à travers ses œuvres, il nous passe des messages et puis surtout, la Joconde, Mona Lisa, voilà, ça caractérise aussi la tradition égyptienne, la symbolique égyptienne. De Vinci aurait donc usé de la symétrie axiale pour dissimuler des symboles de l'Égypte antique dans le doux portrait de Mona Lisa. En effet, le mouvement de l'humanisme, dont Léonard fut un fervent représentant, prône un retour aux sources antiques, déclarant d'ailleurs dans ses carnets que ce sont les feuilles de papyrus qui perpétuent le souvenir des pensées et des actions humaines. L'artiste aura dissimulé dans son tableau les symboles égyptiens de son système de pensée fondé sur l'épanouissement de l'esprit, de par la multiplication des domaines de réflexion auxquels il s'est essayé. Bon, c'est une vision assez humaniste intéressante, hein, bien entendu. Alors, bien évidemment, je vais revenir... c'est très important de comprendre globalement son œuvre et de comprendre l'écriture spéculaire. Et, de toute façon, quand on voit globalement cette œuvre-là du magazine The Economist, ils se sont penchés sur ses travaux. Donc on peut de la même manière aussi s'amuser à faire à l'envers, à lire à l'envers et à coller, superposer les images. Et vous verrez qu'on voit des images intéressantes, comme des visages ou des têtes assez étranges. Donc c'est intéressant à faire. N'hésitez pas à le faire chez soi, hein, il n'y a pas de problème, c'est toujours intéressant. Et on peut y déceler des choses intéressantes parce que, bien évidemment, ce sont basés sur l'œuvre de Vinci. Donc on peut retrouver des codes, pas des pliures, mais bon, ça peut être intéressant à travers son œuvre de comprendre aussi, au mieux, les symboles qui sont ici. Hein. Ça peut être toujours intéressant. Alors, bien évidemment, je suis sur la Joconde et je vais rester. Hein. Ça m'intéresse vraiment. Parce que là, pour le coup, au niveau de l'écriture spéculaire, et sur le blog que j'ai lu, il me donne un peu plus d'infos, hein, quand même, sur l'œuvre de Mona Lisa, bien entendu. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'œuvre de Mona Lisa. J'y vais, hein, je continue mon récit, j'y vais, et, pour en comprendre la quintessence, et essayer de le décrypter. C'est pas si évident, mais comprendre l'œuvre, c'est quand même important. Hein. Même si on sait que c'est une œuvre inachevée, donc on ne peut pas en retirer une symbolique, on ne peut pas en tirer de la quintessence une symbolique absolue. C'est pas possible. Même encore aujourd'hui, on fait des recherches sur cette œuvre majeure, puisqu'en plus elle n'est pas achevée, donc on est encore loin du compte, mais les gens avancent, on découvre des choses petit à petit, donc c'est pas par rapport à l'œuvre elle-même, par rapport au décryptage du magazine The Economist, c'est pas par rapport à l'œuvre elle-même, mais peut-être que la compréhension de l'œuvre peut nous donner des indications sur le décryptage de celui-ci. Alors, sur Secret de base, on a bien évidemment rapidement un article intéressant qui parle de l'œuvre complète. La Joconde est le tableau de peinture le plus étudié, le plus commenté, le plus interprété du monde. Depuis Vasari, des milliers d'analystes ont été proposés. De nombreuses synthèses ont été publiées, beaucoup d'informations, d'explications ne sont pas toutes convergences, certaines sont même très farfelues. Le commanditaire de l'œuvre est Francesco del Giocondo, un riche marchand florentin qui s'adresse au peintre le plus célèbre de son temps, Léonard de Vinci. Celui-ci commence à travailler en 1500. 1503, la jeune femme est âgée de 23 ou 24 ans et a déjà donné la vie à 2 garçons. La famille déménage et le mari, heureux, veut installer dans la nouvelle demeure le portrait de son épouse. Finalement, Francesco del Giocondo ne reçut jamais la Joconde car le tableau était inachevé. Quand Léonard quitta Florence pour Milan en 1506,
De Vinci emporta l'œuvre en France et mourut au Clos Lucé, à côté d'Amboise, le 5 mai 1519. Protégé par François Ier jusqu'au terme de sa vie, le tableau reste en France. Le titre est La Joconde ou Mona Lisa Madonna. Madame, simplifié en Mona, et son premier prénom, Lisa. Donc là, nous voyons un classique. Et puis là, nous voyons le Prado, une réplique que nous trouvons au musée de Madrid. Alors, on dit souvent que le tableau de la Joconde est incontournable, mais on dit rarement pourquoi. La déesse Isis, déesse lunaire Moon et incarnation de l'éternel féminin, est citée ça et là. Mona Lisa serait une représentation d'Isis. Le nom Mona Lisa serait l'anagramme de Amon Lisa, une expression qui révélerait que le dieu Amon avait pour contrepartie féminine Isa, variante pictographique d'Isis. Le tableau raconterait par d'ingénieux artifices picturaux le mythe d'Isis et d'Osiris. Eh oui, mais plusieurs détails intriguent. Selon d'autres chercheurs, le tableau serait une hérésie. Des chercheurs italiens spécialisés dans la levée des mystères artistiques ont affirmé mercredi qu'un jeune homme avait servi de modèle pour la Joconde, une thèse qui laisse sceptiques les experts du Louvre. Le peintre homosexuel aurait déguisé son compagnon en femme et en avatar de la déesse Isis. Cette dégradation de l'image de la mère n'est pas une nouveauté. En étudiant le ciel et les constellations, plusieurs figures retournées ou enlevées du ciel dans l'histoire. Bon, ça c'est là on voit une réplique. Ça c'est une réplique avec quelques images supplémentaires, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On voit bien les constellations. Et qu'est-ce qu'on dit par rapport au personnage? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Le personnage de Mona Lisa ressemble beaucoup à notre signe de la Vierge avec un épi de blé. Mais Mona Lisa n'est pas le signe de la Vierge. En relation avec le ciel et les constellations, Mona Lisa représenterait la figure manipulée de la constellation Cassiopée, généralement représentée avec une plume ou une coupe. C'est un avatar de la statue de la liberté Libertas, la déesse des esclaves, avec sa couronne à 7 branches. La Joconde serait donc un homme tenant une plume dans ses mains. Ah, ça me fait penser à Artemisia Gentileschi, mais c'était pas... c'était peut-être un épi de blé, c'était aussi l'Artémis qu'on retrouve là, c'est intéressant. Dans ses mains que l'on peut découvrir sur son épaule, selon le peintre, une prostituée. Cela est confirmé par 2 colonnes du temple, puisque avec la précession des équinoxes, c'est Cassiopée qui est la reine du ciel pendant l'âge des poissons, tandis qu'Andromède, avatar de la femme en chaîne, mais aussi de l'homme, nouveau et du fils, est à l'abandon dans le ciel. Donc là, nous voyons les 2 colonnes ici. C'est très très riche en symbolique, c'est maçonnique aussi. On sait que c'était un grand initié, bien entendu. Alors bien évidemment, nous avons ici un autre blog, une autre histoire, Blog Forever. C'est quand même très intéressant de comprendre cette œuvre, puisque sinon on ne peut pas en comprendre, la quintessence. Alors je voudrais revenir sur un terme intéressant sur cet article. C'est bien entendu le mot anagramme, tout simplement. Donc, c'est très intéressant. Alors, je re-regarde parce qu'il me semble que le terme anagramme n'est pas très long. Voilà. Ici, le terme anagramme. J'avais un peu perdu. Voilà. Le terme anagramme est très intéressant parce que je me dis que Angelina, c'est intéressant. Parce que là, on voit bien Amon Lisa, Mona Amon, et Lisa, là on a Mona. Donc on a compris c'était Amon. Mais Angelina, on ne sait pas ce que c'est. Ah, enfin, on peut résoudre un petit décryptage, là, vous voyez? Donc il faut comprendre l'œuvre pour essayer de décrypter qu'est-ce que ça veut dire Angelina. Donc on va essayer de voir, juste après la conclusion de cette œuvre, l'anagramme d'Angelina. Alors, très rapidement, bien sûr, pour conclure sur cette œuvre absolument majeure, sur une autre histoire,
comprendre vraiment la quintessence globale. La reine Isis, qui est discernable dans le tableau par pivotement, semble porter un bonnet phrygien, symbole de liberté et d'initiation. Le nom Mona Lisa révèle certains termes. Anagramme, et oui, on revient encore de la maison. Étonnante coïncidence, le prénom Lisa signifie Dieu est ma demeure. On peut y lire en plus à mon asile et encore à mon lit. On entend à mon lys, le lys étant le symbole de la monarchie française. Or, Mona est de opus de monarque, en plus. En termes alchimiques, à Monsal, Sel et Salomon, Salomon. Bien sûr, Léonard de Vinci était un initié et même maître du groupe secret, comme je disais, du prieuré de Sion, selon les auteurs de l'énigme sacrée. Il connaissait sans aucun doute l'alchimie et ses principes. Et en tout cas, l'art au peintre initié semble flirter avec celui de l'alchimiste. Bien entendu. Je vois Mona Lisa comme une représentation de la Vierge Marie, c'est-à-dire de la déesse mère, archétype vivant primordial de la matrice univers pour les dieux, pour les hommes et les dieux. Elle représente l'unité anthropique, d'où tout part et tout retourne comme autant de souffles d'inspire et d'expire. Elle est l'espace contenu au milieu de tous les temps. Elle représente l'éternité. D'ailleurs, on la trouve au milieu du tableau comme de l'histoire mythologique cachée derrière elle, ce qui est bien dépeint par le maître Da Vinci, à la fois d'une façon triviale, mais aussi par l'allégorie laissée à découvrir pour l'initié et pour le futur. Effectivement, il a laissé beaucoup de messages. Donc là, vous voyez, ici on a une voix, et puis ici on a de l'autre côté son visage, enfin son corps sépare les deux réalités ici. C'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de choses intéressantes que je mettrai les liens, bien évidemment, pour comprendre cette œuvre majeure. Derrière la Joconde se trouve une balustrade. Elle se trouve dans un théâtre, et derrière elle se trouvent deux décors qui se rejoignent. C'est elle qui détient le mystère de la jonction entre un temps et un autre. C'est son corps qui nous la cache. Elle surplombe donc comme une reine la scène de théâtre et ses décors. Son petit sourire en coin semble dire « Je supervise la scène de l'histoire ». Elle est la Vénus qui ne s'éteint jamais et qui brille de jour comme de nuit. Dans tous les temps, elle représente la jonction entre une nuit et un jour, entre une mort et une renaissance. Elle est encre éternelle pour l'écriture d'une grande histoire. Et oui. Alors, pour terminer, rapidement, c'est très intéressant. Pour résumer, pour conclure sur cette œuvre majeure, pour bien comprendre, tout simplement, des héritages, je pouvais très bien aller dans l'anagramme d'Angelina directement, mais moi, je voulais construire un récit, mais surtout comprendre cette œuvre. Puis, c'est toujours intéressant pour le collectif de comprendre la Joconde aussi. Alors, en résumé, pour terminer, je dirais que ce tableau symbolise la sérénité au milieu du temps et offre des indices à la postérité pour s'en approcher. Il représente la déesse mère, la demeure sereine. Elle est l'archétype de la serrure et de sa clé cachée. Elle est sexe et sagesse et il incombe à celui qui veut passer de les unir dans la mort. C'est le gage de la résurrection en corps et en esprit. C'est se faire roi dans l'arène du théâtre ou dans le théâtre de la reine. Théâtre, c'est théoâtre. L'âtre de Dieu, déesse ou œuvre, les héros, c'est la métaphore de l'Athanor, fourneau dans lequel s'opère la transformation en or. Voilà pour cette œuvre de la Joconde, où il y a encore beaucoup à dire, il y a encore beaucoup de choses, donc c'est quasiment interminable. C'est une œuvre exceptionnelle, majeure, extrêmement importante. Donc moi ce que j'ai retenu c'est l'anagramme, puisque j'ai Angelina, j'ai pas compris Angelina, qu'est-ce que ça fait là? Oui d'accord, mais c'est Leonardo da Vinci qui met Angelina. On sait qu'Angelina c'est par rapport au magazine The Economist, mais c'est fait exprès, c'est un décryptage, c'est crypté pour comprendre dans le raisonnement de Leonardo da Vinci. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est les économistes ils mettent Angelina Jolie. Mais on doit aussi le comprendre dans le raisonnement de Leonardo da Vinci, donc c'est pas évident.
Donc l'anagramme d'Angelina, qu'est-ce que c'est? On va peut-être essayer de trouver un mot qui correspond à mettre en place un récit, à mettre en place quelque chose. Même si parler de l'œuvre Mona Lisa, c'est un récit fantastique. Alors, nous avons plein de mots. Au niveau du... On a Angélia, l'ainage. L'ainage, il me semble que ça fait partie d'un terme maritime, mais je ne suis pas sûr. Bon, Angela, bien sûr. Daniela, Aliena, Alinéa, Liane. On a plein de prénoms, on a plein de choses au niveau de l'anagramme. Est-ce qu'il y a un mot en plus de ça? Le problème, c'est que, comme c'est un magazine anglophone, il faut que ce soit francophone aussi, il faut que ça marche dans les deux. Donc, au Scrabble, bah, c'est vraiment intéressant et à la fois difficile, Gana. Il faut que le terme corresponde anglais et français, les deux. Donc, moi, j'en ai trouvé un qui peut m'intéresser. Ici, c'est le mot alanine. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que c'est, puisque ça va me ramener finalement assez loin et qui me permettra de décrypter le Mona Angelina, selon mon raisonnement, tout simplement. Alanine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alanine? C'est bien évidemment un acide aminé. un acide aminé. Alors, c'est crypté, oui, mais c'est un acide aminé. C'est pas parce qu'on parle d'une œuvre majeure que c'est crypté, donc ça peut parler de tous les sujets. Comme c'est crypté, il faut regarder l'anagramme d'Angelina et voir ce que ça propose comme mot et aller dans son raisonnement. Alors c'est un acide aminé, il y a une définition classique ici. C'est l'un des acides aminés les plus fréquents qu'on retrouve dans les protéines. Alors moi j'ai regardé, on va aller un peu plus vite, et là je vois que c'est un acide aminé aliphatique. Ça c'est son type, aliphatique. Alors tiens. Les composés aliphatiques, ou composés non aromatiques, sont une classe d'hydrocarbures. Et ça me plaît pour mon récit, ça me plaît beaucoup. Parce que moi, ça me permet d'avancer. Et hydrocarbures, alors on va taper sur composés aliphatiques, mais justement, ce qui m'intéresse, c'est vraiment géographiquement où elle est. Elle est dans une zone géographique très hydrocarburienne, si j'ose dire. Et oui, elle est ici, au-dessus du Suriname et de la Guyane, au niveau du sud de la mer des Caraïbes. Et c'est vraiment extrêmement intéressant de comprendre cette chose-là. Alors, évidemment, composés aliphatiques, voilà, c'est une classe d'hydrocarbures, sans aller trop loin dans la description, parce que bien évidemment, il faut trouver le mot-clé. Pour moi, c'est évident. Et pour moi, dans mon raisonnement, dans mon récit, le mot-clé, c'est le mot hydrocarbure. Ça me plaît, parce que ça va m'aider après pour la suite du raisonnement, pour la suite du récit. C'est vraiment très intéressant qu'il y ait le mot-clé hydrocarbure. Donc on va passer tout de suite aux hydrocarbures. Qu'est-ce qui se passe géopolitiquement au niveau hydrocarbures au sud de la mer des Caraïbes, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce site Caribbean Energy? On nous dit les Caraïbéens assis sur de gigantesques réserves pétrolières. Parce que les hydrocarbures, bien évidemment, c'est du pétrole. Pas que, bien entendu. C'est pas que ça. Il va se passer des choses dans cette zone géographique. Ici, là, on a le Venezuela. Et puis là, on a Mona Angelina ici. Donc on a l'alaline, qui est un hydrocarbure, qui est un des composants, qui est un acide aminé aliphatique, qui est donc une classe aliphatique d'hydrocarbures ici. C'est quand même pas évident. Mais au moins, voilà, on a compris qu'il faut comprendre le récit ici, au niveau des hydrocarbures. Et qu'est-ce qui se passe? Les Caraïbes assis sur de gigantesques réserves pétrolières. Ça, au niveau géopolitique, c'est très intéressant. Il faut être clair là-dessus, c'est très intéressant, c'est un message intéressant. Voilà, ils envoient un message très intéressant, The Economist, voilà, là, il n'y a pas de problème. On est dans un récit humble, mais c'est vraiment géopolitiquement intéressant en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit rapidement Alors, qu'est-ce que ça nous dit?
En matière d'or noir, la Caraïbe n'a absolument rien à envier au pays du Moyen-Orient d'après le bulletin annuel statistique de l'OPEP. C'est au sud de la Caraïbe. Ah, où est placé mon Angelina? Que se trouve le pays possédant les réserves pétrolières les plus importantes au monde? Ah, le Venezuela, où est posé un animal. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Venezuela. Hein. C'est pas que je profite de la situation géopolitique du Venezuela, pas du tout, non. Je vois un pangolin assis sur le Venezuela. Il n'y a absolument rien à dire. Hein. C'est la réalité absolue. Alors, qu'est-ce que nous dit sur le Venezuela? Avec ses 300 milliards de barils de réserves prouvées, hein, c'est le Venezuela qui, à lui seul, détient les plus grandes réserves de pétrole au monde. On a bien vu ce qui s'est passé en Irak, notamment, hein, avec les réserves de pétrole. Donc, et on voit bien ce qui se passe en ce moment, géopolitiquement, avec les États-Unis, l'Europe. Donc, il faut avoir un raisonnement humble, mais il faut réfléchir. Ils ont les réserves les plus importantes du monde et le pays est quand même en grand danger, hein, est quand même très très trouble. Loin devant l'Arabie Saoudite, 266 milliards de barils, l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Iran, attention, et autres pays des Émirats arabes unis. Pourtant, le Venezuela est à la lutte pour intégrer le top 10 des pays producteurs d'eau. Voilà. Ils ont peut-être des soucis pour l'extrême, mais bon, si les autres le font à leur place, ils perdront tout. Hein. C'est sûr. Alors, pour conclure sur la Caraïbe, on voit plein d'autres pays, hein, bien sûr, mais moi ce qui m'intéresse c'était le Venezuela, parce que je vois le pangolin qui est posé dessus. Alors en conclusion, le Venezuela à lui seul place la Caraïbe parmi les provinces pétrolifères les plus importantes de la planète, sans oublier les autres nations caribéennes, Cuba, Barbade, Trinidad et Tobago, qui viennent grossir le nombre de réserves pétrolières disponibles dans ce secteur. Quant aux autres nations situées à l'est de Venezuela, Guyane, Suriname, Guyane française, elles représentent un énorme potentiel, encore sous-exploré, qui attise d'ores et déjà toutes les convoitises. La saga des perles des Caraïbes ne s'est mise donc pas qu'au grand écran. La chasse au trésor, en l'occurrence l'or noir, est bien réelle. Et oui, à la Caraïbe. Très, très, très intéressant. Alors, bien sûr, là, en lisant ce texte, au sud de la mer des Caraïbes, et on nous parle du Venezuela, qui est la plus grande réserve de pétrole, et je vois le pangolin qui est posé sur le Venezuela. Il n'y a absolument rien à dire, c'est implacable. Là, nous voyons le pangolin qui est... Il n'est pas assis, hein. Il est posé, il est en mouvement. Donc très rapidement, sur le pangolin, là pour le coup aussi, en plus, la symbolique du pangolin, elle est compliquée. Hein. Elle est compliquée parce que dans les traditions africaines et asiatiques, parce qu'il vit en Afrique et en Asie. Donc il peut avoir une symbolique double, c'est vraiment pas évident. Par contre, on est sûr avec le panda, etc., l'éléphant d'Inde, il n'y a pas de problème. Là, pour le coup, pour le pangolin, sur le Venezuela, c'est compliqué. Donc c'est un message de The Economist, donc détenu par les Rothschild, c'est un message au Venezuela. C'est l'animal le plus braconné au monde. Et oui, c'est l'animal où on vend le plus ses écailles. Voilà, c'est l'animal le plus braconné du monde, en voie de disparition. Donc c'est un message très clair par rapport au Venezuela. Après, voilà, chacun a sa compréhension, mais alors, en tout cas, mettre un animal en voie de disparition et mettre l'animal le plus braconné au monde sur le Venezuela, c'est un message très clair au Venezuela. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui, ils ne rigolent pas. Déjà en 2019, tout de suite, ces économistes, et là, tout de suite, ils sont dans l'action. Voilà. Et tout de suite, les Européens, voilà, on va dire, c'est le président du Parlement, on le valide président dans quelques jours. Voilà. C'est tout de suite la pression, tout de suite. Joli, les Rothschild dirigent les banques du monde, donc tout le monde est au pas de charge. Ah, voilà. Donc directement, et voilà, ils l'avaient prévu, hein, de toute façon, avant même qu'ils vendent leur fiducie, ils avaient prévu. Voilà. Depuis que Chavez est mort, voilà, c'est en grande difficulté. Le Venezuela est en très très grande difficulté. Et le pangolin posé sur le Venezuela n'augure rien de bon. Bien entendu. Alors, pour comprendre aussi la symbolique du pangolin et pourquoi elle est là, bien sûr, on le sait par rapport à ce qu'il est vu, la situation, mais on représente autre chose spirituellement, parce qu'on est dans une connotation spirituelle, bien sûr, bien entendu.
Donc on va voir ça sur le pangolin. C'est l'animal le plus braconnier du monde. Et sur l'excellent livre, que je n'oublie pas, Les super pouvoirs de la nature de George Fetterman. Il y a le PDF en dessous, livre excellent sur la nature, qui nous explique plein de choses sur la nature. Et pour le coup, moi je suis sur la page du pangolin, pour essayer d'en comprendre la quintessence. Armure redoutable. Alors ça directement, ce qu'il est le pangolin, lui, dans sa réalité. Pas par rapport aux hommes, dans sa réalité, elle, dans sa réalité spirituelle, effectivement, comme elle vit, elle, dans la nature, on a l'impression qu'il ressemble à un stégosaure. C'est un stégosaure. D'ailleurs, on voit d'autres animaux qui ressemblent aux dinosaures. Voilà, c'est dinosaure à échelle d'homme, quoi, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le pangolin? Un corps entièrement recouvert d'écailles de grande taille et coriaces, voilà, qui dissuade la plupart des prédateurs. Ces écailles constituent une redoutable cuirasse couvrant le corps et la queue résistant aux dents, aux becs et aux griffes les plus acérées. Les pangolins, qui ont eu une vaste aire de répartition allant de l'Afrique à l'Asie du Sud-Est, justement, sont de paisibles insectivores, aux mœurs plutôt nocturnes, dont la langue collante est d'une rare efficacité pour capturer termites et fourmis en grand nombre. S'ils sont agressés, ils resserrent leurs écailles et se roulent en boule, protégeant les rares parties fragiles de leur corps, de manière hermétique. Vous voyez? Armure hermétique. Et l'hermétisme, ça m'intéresse, puisque ça, bien évidemment, on est dans une philosophie spirituelle, et c'est ça qui m'intéresse dans le décryptage du magazine The Economist. Voilà. On est dans cette symbolique qui est le pangolin, bien évidemment, symbolise l'hermétisme. C'est la symbolique qu'on veut nous donner dans le magazine The Economist. Là, pour le coup, c'est quasiment implacable. Ils ont un seul vrai prédateur, et de loin, le plus menaçant, c'est l'homme. Parce que personne, eux, ils sont hermétiques, et c'est l'homme qui est prédateur. Malheureusement, ces animaux, désormais protégés dans la plupart des pays, sont désespérément appréciés pour leur viande. Le braconnage se poursuit également à cause de la réputation médicinale de leurs écailles soi-disant anti-allergiques et aphrodisiaques. Malgré la protection dont cet animal menacé d'extinction bénéficie, les captures illicites continueront tant qu'il y aura des clients pour ces utilisations imbéciles. Et oui, l'écosystème est en train de sombrer. Le panda en voie de disparition. Le pangolin en voie de disparition. L'éléphant aussi en voie de disparition. Le bulldog, je ne crois pas qu'il peut évoluer. Donc, ce qui est intéressant, voilà, ici, c'est que voilà, il me semble que les animaux que nous voyons ici sont en voie de disparition quasiment. Les 4 animaux que nous voyons ici sont en voie de disparition. La cigogne, pas forcément, peut-être, mais il faudra voir ça. Mais c'est aussi intéressant. C'est très intéressant et je vais peut-être y revenir dans les parties suivantes. C'est vraiment très intéressant. Alors bien sûr, le pangolin, c'est le symbolisme de l'hermétisme, bien évidemment. Alors, l'hermétisme, il y a beaucoup de choses. On a les travaux de Jacques Grimaud, de la révélation des pyramides. Effectivement, on est dans le thème. C'est des travaux exceptionnels, réalisés par Patrice Pouillard, qu'on retrouve sur Internet. Et puis aussi, Bâtisseur de l'ancien monde, de Patrice Pouillard, aussi, très intéressant. Là, pour le coup, il est en streaming sur Vimeo. Donc, alors, vraiment, si vous n'avez pas encore vu, c'est exceptionnel, tout simplement. Et bien évidemment, nous attendons tous ceux qui ont vu la révélation des pyramides 2, parce que là, ça risque d'être encore plus intéressant. Si je veux dire très rapidement, l'hermétisme. Il y a beaucoup de choses sur l'hermétisme au niveau spirituel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau spirituel, il y aura des choses à relier. Parce qu'on a parlé de l'hindouisme, du bouddhisme, etc. Mais les choses peuvent être liées. Donc, il y a encore d'autres lectures à voir dans les parties suivantes, d'autres lectures au niveau spirituel à relier symboliquement. Et c'est très, très, très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la philosophie hermétique, sur Cosmovision? La philosophie hermétique, ou hermétisme, est un corps de doctrine tiré des livres attribués à Hermès Trismégiste, nommé aussi par les Égyptiens Thoth ou Thoth. Ces livres n'ont aucune authenticité, surtout en ce qui concerne certaines sciences
celle que la médecine, la chimie, l'histoire naturelle, la partie philosophique paraît tenir par quelques points en doctrine égyptienne auxquels on croit, pouvoir rapporter le poémandeur, les fragments qui s'y attachent. Les Asclépias dialoguent qui nous est parvenu en latin sous le nom d'Apulée. Ces écrits sont regardés comme des extraits des doctrines secrètes des prêtres de Memphis et de Saïs, mais cette opinion n'est pas appuyée sur des preuves incontestables. Ils reconnaissent comme premier principe l'unité absolue. Dieu, qui n'est connu que par l'intelligence. C'est le seul être véritable. La vie répandue dans l'univers émane de la doctrine de Platon et de Plotin, mêlée au mystère des Égyptiens, à la mythologie des Grecs et à même certaines traditions juives et chrétiennes. Tout ce qui concerne cette philosophie a été réuni par Marcillé Ficine. C'est ce que je disais même sur ma vidéo précédente. Il y a toujours un rapporteur, c'est toujours pas évident de relier à cette séquence. Voilà, il faut toujours quelqu'un qui étudie et qui nous donne les infos à notre époque, à arrimer vers nous. Donc c'est Marcillé Ficine qui en donna une traduction latine en 1471. La partie pratique, proprement dite, a donné lieu à la prétendue science qui se donnait pour but la transmutation des métaux et l'art de faire de l'or. Le poémandeur fut regardé comme un traité d'alchimie, donc finalement. Donc voilà, ça c'est... Alors il y a beaucoup de choses après, mais c'est très volumineux, l'hermétisme, il y a beaucoup de choses. C'est assez vaste et volumineux. Alors, au niveau géopolitique, l'hermétisme, ça parle des États-nations, évidemment. On peut parler aussi des autres nations, mais bon, l'hermétisme, ça parle des frontières, tout simplement, dans un cadre géopolitique. Dans le cadre géopolitique du Venezuela, notamment puisqu'on a un pangolin, symbole de l'hermétisme, qui est en marche sur le Venezuela, et donc, hermétiquement, les frontières fermées. Est-ce que c'est le Venezuela qui va le fermer ou c'est les autres? On va voir ça dans cet article pour terminer ce décryptage. Mais mon petit doigt me dit que sur le site Classique Express, vers Venezuela, les frontières des pays voisins se ferment. Ah, et ça, c'était l'année dernière, publié le 21 août 2018. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur l'hermétisme au Venezuela? Parce que la situation est très préoccupante géopolitiquement. On est dans une situation de guerre civile, tout simplement. On est quasiment à plus de 60 morts, il me semble, depuis les débuts de semaine. C'est une situation catastrophique, bien entendu. Et là, c'est direct. Là, pour le coup, il y a des images de l'économiste où il faut attendre 2-3 ans, comme les gilets jaunes. Mais là, c'est direct. C'est directement. Parce qu'il y a les plus grosses ressources du monde du pétrole, c'est direct. Voilà, il y a un moment donné, il faut être clair. Là, il n'y a pas de question à se poser. C'est par rapport au pétrole et le Venezuela va être démantelé. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, là, de ce qu'on voit, ça n'augure rien de bon pour son avenir. Et on le sait tous qu'on veut le pétrole du Venezuela. L'exode sans fin des Vénézuéliens provoque une réaction de repli de l'Équateur, du Pérou, de la Colombie et du Brésil. Si on ne peut pas faire autrement, on continuera à pied. Transit de froid aux abords du poste de frontière au Rumichaca, à 2700 mètres d'altitude, dans le sud de la Colombie, des centaines de Vénézuéliens se sont retrouvés bloqués le 18 août. Ce jour-là, l'Équateur a décidé de mettre un frein à l'entrée de ressortissants en provenance du Venezuela. Ne peuvent désormais pénétrer dans le pays que les voyageurs dotés de passeports, un document difficile à obtenir pour nombre d'entre eux. Que veulent-ils qu'on meure tous? Interroge une femme vénézuélienne dans une vidéo postée sur Twitter par un journaliste américain à Rumichaca. Et oui, c'est une situation tragique, malheureusement. Ce pays autrefois très riche qui détient les plus grandes réserves pétrolières de la planète est plongé dans une crise économique sans fin. Et oui, bien entendu. Chavez,
qui a fait la résistance face aux Rothschild, tout simplement. Et là, Chavez, malheureusement, il est mort. Et voilà, le pays petit à petit en train de sombrer, malheureusement. La production d'or noir est plongée dans une crise économique sans fin, bien évidemment. La production d'or noir, qui apporte 96% des revenus de l'État, a été divisée par 2 en 10 ans. Surtout l'hyperinflation pourrait y atteindre 1 million de pourcents d'ici la fin de l'année. On est déjà en 2019, donc on est déjà à plus d'1 million de pourcents d'inflation. Le salaire d'un mois ne suffit pas à acheter 1 kilo de viande. C'est une situation dramatique. On va tout droit à la guerre civile, malheureusement. C'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. La crise aurait déplacé quelques 4 millions de Vénézuéliens sur une population totale de 30 millions. Nombre d'entre eux tentent de fuir à l'étranger, mais l'importance de la vague migratoire met à rude épreuve les capacités d'accueil des pays voisins, bien sûr. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, près d'un demi-million de Vénézuéliens ont transité par l'Équateur, petit pays de 16 millions d'habitants. Le 8 août, Quito a déclaré l'état d'urgence migratoire face à l'arrivée quotidienne de quelques 4200 Vénézuéliens, bien que 20% seulement de ceux qui entrent dans le pays s'y installent. Les autres continuent leur route vers le Pérou ou le Chili en empruntant la route panaméricaine qui traverse le continent. Donc là, on voit bien l'afflux. Voilà. On voit bien pourquoi Trump aussi, Trump veut mettre, parce qu'il veut bloquer les Vénézuéliens notamment. On voit bien leur parcours au sud, etc. Donc on a un pangolin ici, hermétisme, symbole de l'hermétisme. Ici, on a Mona Angelina, alanine, composé aliphatique, et donc hydrocarbures ici. Hydrocarbures, les plus grandes réserves du monde. Ici, cette zone-là, c'est la zone pétrolifère, la plus riche au monde. Donc, on a un pays isolé qui court à l'implosion. Tout le monde s'en va, et on court à la catastrophe, malheureusement. Une sévère catastrophe. Et malheureusement, les Européens, malheureusement, ne semblent pas calmer le jeu. Donc, personne ne semble calmer le jeu. Donc pour terminer, la décision de l'Équateur n'est pas isolée. Le Pérou, qui accueille 3 fois plus de Vénézuéliens que son voisin du Nord, vient lui aussi d'annoncer s'apprêter à exiger un passeport à partir du 25 août. Donc c'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc non seulement ils sont bloqués, maintenant ils sont dans l'hermétisme. Les autres pays autour ne veulent plus, quasiment plus de Vénézuéliens. Voilà. Donc ils sont dans une logique hermétique et c'est l'animal le plus braconnier au monde. Hermétique, plus braconnier au monde. Donc c'est une fournaise, tout simplement. Voilà pour ce décryptage. J'espère que ça vous a plu, c'est un décryptage humble. Tout simplement, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Bien entendu, c'est toujours intéressant, toujours enrichissant vos informations. Et puis, c'est toujours intéressant et important pour le collectif, bien entendu. Alors là, c'est quand même, effectivement, le décryptage est quand même assez implacable. Là, pour le coup, j'ai quand même, géopolitiquement, j'ai quand même beaucoup d'arguments pour apporter de l'air à mon moulin sur ce décryptage. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour participer aussi au décryptage, tout simplement, entre nous, collectivement. C'est toujours intéressant parce que on ne sait pas, bien évidemment, sur YouTube, il y a plein de youtubeurs, on peut oublier, si on ne s'abonne pas, on peut oublier les vidéos qui apparaissent parce que je ne suis pas si bien référencé que ça, même si j'ai remarqué que vous mettez des pouces levés, que j'ai très peu de pouces baissés, donc c'est vraiment très intéressant pour ma chaîne, qui a un bon pourcentage en tout cas. Donc je vous remercie pour ça. Je vous remercie aussi, vous qui vous êtes abonnés. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci à vous et à la prochaine.